J'étais dans le garage, ouais. je me souviens bien. Mais tu vois, combler cette frustration d'un moment où j'avais joué un poisson qui faisait pas grand chose, et donc ici je jouais un mammifère marin. Mais marin. Et donc c'était vraiment... Et on entendait les pouettes et les hurlements. La table était éclatée de rire à chaque fois, je veux dire... Alors, bonjour ou bonsoir, si vous êtes à table. Bienvenue de retour dans Histoire au coin du D20. Les meilleures histoires au coin du D20. De jeux de rôle. Nos meilleures histoires de jeux de rôle. Bienvenue dans Histoire au coin du D20. En lit, bon. Et donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, mon cher Gilles ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de crâne de cristal. Ah oui, c'est vrai qu'on a prévu ça. Nous allons boire, mais peut-être montre déjà le... Mais je te donne ton verre. Et donc ici, oui, une fois n'est pas coutume, nous commençons l'émission en buvant un petit verre de vodka crâne de cristal. Voilà, oui, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et ici, donc le crâne de cristal, c'est la vodka de Dan Aykroyd, qui est une vodka magique, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez aller vérifier, c'est vérifiable. Hein. Je crois que son pouvoir magique, c'est qu'il n'y a pas de sulfite ou de phosphate dedans. Oui, et puis tu as aussi la magie des anciens Incas, ou Mayas, ou Aztèques, on ne sait jamais très bien. Parce que mais gens, non, ça c'est que dans les vrais crânes de cristal. Ces gens sont racistes, contrairement à nous. Donc... Et donc, nous allons parler aujourd'hui, l'heure est à la nostalgie. Oui. Puisque nous allons vous parler d'un jeu qu'on a fait il y a bien longtemps, qui fait partie des jeux qui gravitent autour des dessins animés de notre enfance, puisque c'est le jeu de rôle de Ranma 1/2. Ouais. Qui est paru à l'époque, je crois, en 3 parties dans le Club Dorothée Magazine. Tout à fait. Avec il valait mieux pas les rater, puisqu'il y avait une partie des règles dans un tome, puis la création de persos, etc., etc. Voilà. C'était séparé. C'était à l'époque où le jeu de rôle n'avait pas une très bonne réputation. Il y avait la fameuse émission avec Claire Chazal qui disait que c'était un truc... pas bien et satanique, mais Dorothée, elle s'en foutait de ça. Dorothée, elle jouait de la provoque. C'était Claire Chazal ou c'était Mireille Dumas ? Je pense que c'est Mireille Dumas. C'est Mireille Dumas, oui. On va dire que je me suis trompé. Donc oui, l'émission avec Mireille Dumas qui disait que c'était un truc de sataniste, bon, elle n'avait pas complètement tort en même temps, mais Dorothée, elle s'en foutait, on disait la même chose sur les mangas, alors que franchement, mettre des dessins animés avec des gens qui foutent des doigts dans le corps des autres pour les faire exploser... Tout à fait, mais Dorothée n'a jamais eu peur de faire le mal, et c'est aussi un peu pour ça qu'on l'aime. Ben oui, c'était une belle personne amorale, je dirais. Oui, voilà. Et donc, ce jeu de rôle, Ranma 1/2, a été maîtrisé par notre seule maîtresse de jeu, à savoir Val, qui a maîtrisé ça à l'époque. Avec notre groupe habituel. Il est quand même assez sympa de constater que c'était une maîtresse de jeu pour un jeu de rôle qui est basé sur une bande dessinée qui est écrite et dessinée par une autrice. Tout à fait. Rumiko Takahashi. Une autrice, pas une autruche, attention. Oui, voilà. Tout à fait. Et qui parle d'ailleurs pas mal d'histoires de changements de genre et de changements de choses. Hein. Tout à fait. Ne le cachons pas. Ah, le Dorothée Magazine, c'était quand même un chouette truc. Il faut savoir que c'est là-dedans que j'ai eu, entre autres, mon premier manga Dragon Ball. Et il y avait des trucs intéressants. Et donc, ce jeu de rôle Ranma 1/2 a un petit peu... se voulait relativement simple, se voulait un petit peu introductif. On va pas rentrer dans les trucs du système, mais on va pas mettre nos doigts dans le système. Non. Je veux dire, on nous laissait un peu le choix dans la date, mais ce qui compte, c'est que tu avais une trentaine de caractéristiques où ça allait de 1 des 20 à 1 des 30, ou selon si tu étais bon ou pas, tu avais un des 2. Un des 2, un des 30, tu avais un des 2, un des 4, un des 6, un des 8, un des 10, un des 12, un des 20, un des 30. Moi, j'avais beaucoup de D6. Voilà. Peut-être parce que c'était moyen. Un peu moyen. Mais c'était un truc d'introduction, quoi, pour des gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Et évidemment, le grand principe du jeu de rôle Ranma 1/2 consistait à savoir dans quelle source maléfique tu étais tombé. Et c'est là que nous devons expliquer ce qu'est Ranma 1/2 pour les jeunes chérubins d'entre vous qui n'êtes pas de la même génération. Comme je disais, j'ai du mal à concevoir qu'on ne puisse pas savoir ce qu'est Ranma 1/2, mais en même temps, c'est vrai que nous sommes des vieux clougs. Et donc... Il faut savoir que c'est mon 2e manga préféré. Ah bah voilà.
Et il faudra qu'on parle un jour de la version viking de ce jeu de rôle qui s'appelle Ragnar 1,5. Ouais, elle est pas mal aussi. Mais bon, voilà. Dans le monde de Ranma 1,5, qui se passe au Japon, un Japon un peu spécial, un peu exotique, puisque tout le monde a des noms français. Enfin, c'est comme ça de base. Hein, c'est pas Ranma, son personnage, c'est Ranma Vincent. Ranma Vincent, et puis c'est la famille Galland. Oui, il y a Adeline Galland. Adeline Galland. Le vieux, je crois que c'est genre... Gilbert. C'est Raffin, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Quelque chose du genre. Et donc... oui, je sais pas pourquoi au Japon, ils les ont tous renommés avec des noms japonais. Mais oui, je dois avouer que je comprends pas très bien. C'est un petit peu insultant, je trouve, de changer les noms. Alors que c'était déjà pourtant un truc original de faire un manga avec des noms français. Bah oui. Et il a fallu qu'au Japon, ils disent « Ah mais non, mais on va leur donner des noms japonais ». C'est pas pourquoi. Mais enfin, bon, bref. Et donc, dans ce monde de jeu, ce pays un petit peu fantaisiste qu'est le Japon, il y a un pays voisin qui s'appelle la Chine, qui lui aussi est un pays imaginaire. Et dans ce pays imaginaire, il y a des sources maudites. Et quand Il faut savoir que le dirigeant de ce pays est un ours avec un t-shirt rouge. C'est un ours jaune. Enfin, c'est un peu limite, je trouve. Ouais. Bref. Donc il y a des sources. Oui, tout à fait. Non, parce que je me disais, mais par où commencer? Il y a des sources maudites qui, quand on tombe dedans ou quand on se trempe dans leur eau, on obtient une espèce de malédiction qui fait que à chaque fois que tu vas être aspergé d'eau froide, tu vas te transformer en la créature qui s'est noyée dans cette source. Ouais. Et donc, dans Ranma 1,5, le personnage qui donne son nom à la série, il est tombé dans la source de la jeune fille. Quand il est mouillé, Oui. Voilà, il se transforme en femme. Et il lui faut de l'eau chaude pour se transformer en homme. Voilà. Et donc il peut vraiment passer, entre guillemets, de la forme d'un homme à une transition très rapide. C'est vraiment la transition ultime. Voilà. Alors il y en a qui se transforment en cochon, qui se transforment en canard, en panda, en chat, en créatures mythologiques. Oui, tout à fait. Ouais, il y en a des qui sont bizarres, qui sont des accumulations, qui sont des espèces de chimères comme ça. Mais, et donc voilà, l'un des grands principes, c'est de savoir dans quoi tu vas te transformer. Et donc on était 5 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Et on a fait une mini-campagne autour du méchant, dont je vais taire le nom pour le moment, qui essayait de se créer une espèce de harem. Voilà. On présenterait les persos ? Commençons par ça, c'est parfait. Ah ben voilà. Alors moi, mon personnage, il s'appelait Célestin. Et c'était un collégien, somme toute, normal du Japon, à savoir qu'il était nul dans ses études, et il pensait qu'il y a une seule chose, c'était prendre des photos de petites culottes. Voilà, truc classique. Et donc voilà. T'avais plein de points en photo. J'avais beaucoup de points. T'arrivais à faire des jets de malade, quoi. Ah ouais, à fond, je me faisais jamais capter, quoi. Mais, et donc voilà, et en fait j'étais tombé dans la source du pingouin, en fait, à l'époque. Et donc je me disais, ça va être pas mal, surtout que le pingouin, c'est un animal qui peut un peu glisser, qui est assez bas. Donc, Mais en plus, tu avais un petit appareil photo attaché devant toi. Exactement. Et comme les filles te trouvaient mignonne, elles venaient s'accroupir et ça te permet de prendre des photos de culottes. Exactement. Et alors, j'avais souvent mon pingouin qui avait 2 jets de sang qui sortaient de son bec. Voilà, ça c'est le cliché qui fait rire les petits comme les grands. Et toi, tu jouais quoi? Moi, alors, donc mon personnage s'appelait Pollux. C'était aussi encore un nom japonais. Ouais, voilà. Un jeune garçon un petit peu vénère, comme ça, qui était un petit peu tout le temps énervé. Et donc, moi, mon truc, c'est que j'étais tombé dans la source de la baleine blanche. Et ça fait que quand je me transformais, j'explosais tout autour de moi. Et en soi, à l'époque, ce manga-là n'existait pas, mais ça faisait un petit peu la même chose que le titan colossal dans l'attaque des titans. C'est-à-dire ma transformation était un petit peu l'équivalent d'une bombe nucléaire. C'est une attaque de zone. Voilà. Mais bon, après, tu avais beaucoup plus de mal à te battre, parce que tu n'étais pas dans l'eau, quoi. Mais c'était un petit peu une vengeance, parce qu'il y a une époque où j'avais joué un poisson qui n'arrivait pas à faire grand-chose. Et donc, cette fois, j'ai décidé de jouer un mammifère. C'était dans les cités d'or, voilà. Non, c'était dans un autre jeu de rôle, je sais plus. Vous retrouverez bien. Et voilà, donc mon but, c'était la destruction totale.
Il y avait Gigi avec son personnage Oui. qui changeait pas d'apparence. Alors, j'ai jamais très bien compris. Il était tombé dans la source Futanari. Il jouait un personnage féminin, ce qui lui est Oui, pas souvent arrivé. non. Et alors, on comprenait pas très bien parce que quand on lui lançait de l'eau froide, son apparence ne changeait pas. Et il Non. disait ah mais c'est la source du futa, c'est la source du futa, Futanari, ouais. du futanari. Et alors on dit bah je sais pas. En fait à part que Mhm. on le voyait beaucoup plus souvent, il gardait ses mains dans ses poches à ce moment-là, Ouais. à partir du moment où il était mouillé. Mais ça n'avait pas Non, je beaucoup sais de pas. différence. Et il avait une espèce de moto, d'espèce de cri de guerre. C'était Clitoris the Yen. Et donc, ensuite, on avait le personnage de Florian, qui, lui, c'était un petit peu plus quelque chose qui jouait sur sa personnalité, où il était tombé dans euh, la source du clown. Clown, ouais, ouais. Et donc, mais il avait un handicap aussi. Il avait pris. Bah déjà, c'était la source du clown, c'était assez étrange. Mais il avait pris le handicap transformation douloureuse. Voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il se prenait de l'eau froide, juste de l'eau froide, ça tournait au film d'horreur, quoi. Et il commençait à se tordre. Et on Voilà. entendait le. Il y avait ses pieds qui s'allongeaient Ah oui, avec comme les. ça. Vraiment, c'était craquement d'os et Voilà, poète-poète, quoi, à chaque fois. son nez qui gonflait. Ah ouais, ouais. Ouais. Comme s'il se prenait des piqûres d'abeilles. Mhm. Et il avait ses yeux Sa peau qui pleuraient. devenait blafarde et Voilà. tout. La petite fleur qui lui sortait de la tête. Ouais, Enfin, et voilà, son crâne qui se brisait, tout ça. c'était un peu dark pour un jeu de rôle qui se voulait à la base rigolo et enfantin. Voilà. Mais... Et alors, lui, il voulait le jouer un petit peu à la Joker, comme ça. Ah oui, je suis un clown. Mhm. Mais non, mais Val avait été très clair. Non, la source du clown, tu prends la personnalité d'un clown et tu dis bonjour les petits enfants. Ok, je vais à chaque fois parler comme ça et je la jouer comme ça. Une fois qu'il est passé cette transformation, parce que il devait, pendant qu'il se transformait, à chacun de ses tours de jeu, pendant les 3 premiers tours, le temps qu'il se transforme, il devait crier. Ouais, voilà. C'était vraiment hurlement et poète-poète, quoi. Ouais. Mais il le jouait. Il le jouait Ah non, mais il jusqu'au faisait bout, bien. quoi. Hein. En mode ah, les petits enfants. Et alors, il restait juste Moustache, Moustache, ouais. qui Qui, encore une fois, a fait l'original. c'est pas un grand fan de manga et tout ça, et il voulait pas tellement jouer le jeu. Et donc il nous a dit voilà, je suis un homme d'affaires et je suis tombé dans la source de l'homme. Voilà. Et donc, en gros, quand on le mouillait, il changeait légèrement d'apparence, il devenait un homme, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était l'homme, en fait. C'était vraiment... Enfin bon. À part qu'il était beaucoup plus grossier quand une fois qu'il s'était pris de l'eau. Ouais. Parce que l'homme de la source de l'homme, visiblement, il jurait comme un charretier. Ouais, il devait juste jouer ça. C'est un petit peu un truc qui a été imposé parce qu'à la base, il voulait juste rien changer. Ouais. C'était un peu triste, hein, quand même. Ouais. Dans le jeu de rôle Ranma 1,5. Bon, par contre, il s'était mis plein de points en affaires, business bank et tout ça, quoi. Ouais. Bref. La compétence marché, il l'avait maximisée. Ouais. Il marchait super bien. Ouais. Par contre, il ne savait pas se battre. Non. Mais quand il fallait partir en marchant... Voilà. Et bref, on est parti dans la première aventure où le centre de l'histoire, c'est que donc on démarre dans la maison de la famille Galland. Galland. Donc où tu as la fameuse Adeline Galland qui est un petit peu c'est une garçon manqué. Voilà, mais qui est un petit peu le deuxième personnage principal après Ranma dans cette histoire. Et puis t'as ses sœurs, je crois que t'as Amandine, je sais plus très bien comment s'appelle la troisième sœur. Gertrude. On peut l'appeler comme ça. De toute façon, dans le dessin animé, les noms changeaient. Ou Berthilde, je ne sais plus. Berthulda. Berthulda. Et dans cet univers, donc Ranma et son père, enfin on ne sait pas s'ils n'existent pas, mais en tout cas ils ne font pas partie de cette histoire. C'est nous qui, à la place, dans les livres du manga, on remplace Ranma et son père et on arrive dans la maison des Galland. C'est vrai que on prend la place des personnages principaux dans la BD. C'est en tout cas un grand remplacement. Oui, on peut le dire. Et donc, oui, on est les nouveaux personnages qui squattent chez les Galland. Et alors on se retrouve tous avec une chambre unique. Voilà, on a chacun notre chambre. Sauf le personnage de Gigi qui avait réussi un petit peu ses jets de persuasion. Il était dans le grenier, non? Il était tout seul dans le grenier? Il était tout seul dans le grenier.
Avec un Do Not Disturb sur la porte. Voilà, et il y avait des bruits bizarres qui sortaient. Il demandait toujours d'avoir un seau d'eau et une bouilloire d'eau chaude. Ouais. Et... Mais de nouveau, on ne sait pas à quoi ça servait. Non, mais on entendait des bruits bizarres qui faisaient du genre Ya, Oni-san, ah, Itai, quelque chose comme ça. Ouais, des voix qui ressemblaient à des jouets pour chiens comme ça qui couinent. Ouais. Comme on ne connaissait même pas ses pouvoirs, même aujourd'hui, on ne sait pas très bien à quoi servait la source Futanari. Bref. Et donc, on fait quelques séances, je dirais, pur roleplay. Donc moi, évidemment, à l'école, quoi. Ouais. Avec l'agenda de mon personnage, j'essayais de prendre des photos des petites culottes de tous les autres personnages, avec plus ou moins de réussite. Maintenant, ça marchait mieux quand j'étais en pingouin qu'en humain. Ouais. Mais j'ai quand même pu jouer ce stéréotype de personnage qui porte une culotte sur sa tête comme un espèce de masque. Ouais. Stéréotype qui plaît aux petits comme aux grands. Voilà. Et d'ailleurs, même après le jeu de rôle, tu as pu garder les photos. Ah bah, tout à fait. Et c'était juste, je trouvais ça un petit peu quand même gros. C'est le truc un petit peu rigolo qui est prévu dans le scénario de base, c'est que tu arrives et tu te fais mouiller et tu te transformes. Voilà. Évidemment, moi je suis dans la classe, je fais un petit peu mon Sasuke dans le fond de la classe. Dark Sasuke. Dark Sasuke 69 là. Et il y a quelqu'un qui arrive avec un pistolet d'eau et qui me jette dessus. Il y a eu 2 des 20 morts quand même. Oui. Bon, c'était une drôle d'introduction. Oui, voilà. Enfin, moi, j'étais content d'être aux toilettes à ce moment-là. Même si mon perso n'a pas survécu au tout début, au premier combat. C'est parce qu'à ce moment-là, on est à l'école avec, je crois que c'est Amandine Galland. Donc, c'est vrai qu'au début du scénario, donc on est à l'école, on a cette espèce d'introduction, jusqu'au moment où... Je vais répéter la première. Ouais, vas-y. L'école explose à cause d'une baleine blanche, comme par hasard. D'une baleine qu'on ne sait pas d'où elle sortait. Et au milieu des cadavres, donc on sort et on se dit, on va retourner à la maison des Galland. Mais non pas à la maison en dégueulant. En dégueulant. Et on est attaqué par vraiment un personnage qui nous balance des shurikens. Et il débarque comme ça et... En mode... je suis invincible. Et il était super cool. Et il nous dit vraiment, avec sa voix de malade faite par Val, bonjour, je m'appelle Kylian, le grand. Kylian. Et donc Kylian, déjà, chapeau pour le nom. Vraiment trouver un nom badass comme ça, je trouve ça très fort. Et Kylian, lui, en gros, il était tombé dans la source maléfique ultime. Mais ça, on l'a découvert que plus tard, parce que d'abord, il nous affronte à main nue, normalement. Disons que dès le départ, moi je me dis, ok, ce gars-là, avec l'aura de puissance et de malfaisance qu'il répand, rien déjà qu'à entendre son nom, tu vois. Je me dis, il faut qu'on s'en débarrasse, c'est certainement le premier boss. Donc, je me mouille pour me transformer, parce qu'en humain, j'étais pas très fort en combat. Je me transforme donc en pingouin. Et là, je dis à Val, je vais utiliser mon attaque où je glisse sur mon ventre avec mon bec vers l'avant pour aller l'attaquer, pour l'empaler, quoi. Et là, directement, elle me dit, ah, mais il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace. Je suis en mode, merde, putain, c'est pas vrai, quoi. Et donc, le premier combat commence et je suis obligé d'expliquer au maître de jeu que, ouais, mais non, mais il a plu, ils ont arrosé la pelouse, donc je peux quand même glisser. Finalement, elle me dit que je peux le faire. Et je sais plus, il s'est transformé. Alors, je sais plus ce que vous avez fait. On a tous un petit peu décidé de se transformer. Et alors, pendant tout le combat, au final, il y avait le personnage de Florian qui se transformait en clown. Donc... Il y avait ses mains qui devenaient des gants et tout ça. Et, la Ronald McDonaldisation. Voilà. Il y a le personnage de Moustache qui se transforme en homme. Qui se transforme en lui-même. Ouais. Voilà. Moi, je préfère éviter les morts supplémentaires à ce moment-là. Donc, je reste un petit peu à l'écart. Et Gigi, il sort sa matraque qu'il avait toujours dans son pantalon. Ouais. Et il s'était aussi mouillé. Et de nouveau, il n'y avait pas de différence. À part peut-être un peu sa voix. Ouais, voilà. Quand il se prenait de l'eau, il faisait un peu... Voilà. Comme ça. Il faisait... c'est ce qu'il appelait la technique Bible Black, je crois. Enfin bref. Et donc, moi je suis le premier à attaquer. Je glisse.
sur mon ventre, avec mon bec vers l'avant. Je fais un jet, échec critique, évidemment. Et donc mon bec se prend dans, tu vois, les trucs pour les canettes, pour tenir les canettes. Et donc je me retrouve avec mon bec qui est fermé et je vais en piquer en plein dans quoi? Dans une cuboméduse. Mais oui, parce que le truc du méchant de Killian, c'est qu'il pouvait se transformer en cuboméduse. Alors si vous ne savez pas, la cuboméduse, c'est l'être vivant le plus empoisonné, le plus dangereux, le plus toxique, qui existe sur Terre. Si tu touches, ton système nerveux est paralysé et tu t'étouffes. Et donc c'est le truc, c'est donc quand tu le touches et tu vas faire un jet de résistance au poison, difficulté 29. Donc déjà si tu n'as pas un D30, t'es foutu, et toi je crois que t'étais moyen. J'avais des D6, ouais. Et donc en fait je devais faire 6, puis 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 6, et je les ai pas fait. Et je les ai pas fait. Parce que j'ai pas fait assez de 6. Ben non. Et donc tu meurs. Et en fait voilà, premier combat, c'était genre à la fin... avoir l'autre bière? Ah bien sûr. C'était genre à la fin de la 2e ou 3e séance, ben mon personnage meurt. Et je vous avoue, je l'ai mauvaise. C'est un peu deg, oui. En plus de la mort de ton personnage, t'as le méchant et il avait un pouvoir hypnotique et donc il hypnotise la fille. Ah oui, bah on a loupé la mission. Et il part avec sous son bras. Donc la fille qu'on était censé protéger se fait enlever. Bon, on se dit, c'était probablement prévu comme ça. Enfin, c'est ça qui lance l'aventure. C'est ça qui lance l'aventure. Donc en gros, le temps que le clown se soit transformé, le méchant était déjà parti. Parce qu'il n'avait pas encore sa machette à ce moment-là. Il n'avait pas... Non, la machette, elle arrivera plus tard, mais un clown avec une machette. C'est rigolo, c'est amusant. Quel concept de personnage de malade. Gigi, lui, il avait visiblement beaucoup de mal à sortir sa matraque de son pantalon. Ouais. Et donc il a pas donné un seul coup. Moustache a marché extrêmement bien, il s'est positionné d'une manière parfaite. Oui, parce qu'il avait plein de points en marché. C'était la compétence qu'il avait maximisée. Ouais. Et donc voilà. Et donc j'avoue que moi je suis quand même très mauvais d'avoir perdu mon personnage. Et, on me dit, il faut en refaire un pour la séance d'après. Et donc, mon personnage s'appelait Célestin. Et donc, là, on me demande d'en faire un deuxième. Je fais Céleste 2, quoi. Et celui-là, je m'étais dit, bon, je vais prendre un animal qui est peut-être un petit peu plus pratique qu'un pingouin. Et donc, il se transformait en hamster, figurez-vous, quand il était mouillé. Oui, il devenait moyen. Et il devenait... Mais en fait, voilà, c'était un personnage qui était ni bon ni mauvais en tout. Ouais. Mais pour l'infiltration, c'était nickel, par contre. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on ne se méfie pas des hamsters. Non. D'ailleurs, pour ceux qui ne se méfient pas, il paraît même qu'il y a des hamsters, quand tu dors, qui peuvent rentrer dans ton cul pour faire leurs petites aventures. Ah ouais. T'as vu ça sur Internet, toi, je parie. Quelque chose comme ça, ouais. Et donc, la deuxième aventure commence. Et déjà, on se fait... on manque de devoir se battre contre le patriarche de la famille Galland, parce que on a quand même laissé une de ses filles se faire kidnapper par un type. On ne sait pas très bien ce qu'il lui veut. Non. À ce moment-là, on ne savait pas. Mais bon, je sais pas si ceux qui se souviennent de la série doivent se souvenir qu'en fait, le père de la famille Galland n'est pas un très bon guerrier. Mais on a quand même eu peur. Donc là, le truc était un peu mal embarqué. On a dû un petit peu le tabasser et on l'a enfermé dans les toilettes, je crois. Dans les toilettes, oui. Et d'ailleurs, on l'a oublié. Oui, je crois qu'on l'a jamais sorti, en fait. Non, mais justement, à la fin, on a retrouvé un squelette. Ah, merde. Ouais, parce qu'il y a Val qui nous a rappelé. Nous, on avait complètement oublié. Il y a Val qui est... À la fin de l'aventure... À chaque fois, il faisait revenir le mec qui se transforme en panda, qui disait « Mais pourquoi il donne pas de nouvelles Pourquoi il joue pas au Go avec moi ?» tu vois. Ouais. Un peu triste, en fait, quand j'y pense. Au Go, je trouve ça un petit peu... C'est au shogi qui joue, principalement. Donc je trouve que c'est un petit peu nul pour toi de pas connaître la culture japonaise. Ouais. C'est un petit peu insultant. Je crois que je vais couper d'ailleurs. Écoute, je connais pas tous les univers de fantasy par cœur. Et donc, la deuxième aventure commence. Donc, on a déjà perdu une fille de la famille Galland. Amandine. Et puis après, on part à un espèce de festival sportif japonais avec Annabelle. Voilà. Et donc, il y a plusieurs écoles qui sont mises en confrontation.
Et c'est dans ce scénario-là qu'on rencontre le lieutenant de Killian, qui est un champion de ping-pong. Ouais. Et donc, il nous défie à un tournoi de ping-pong pour savoir... Enfin, en gros, si on perd le tournoi de ping-pong, ils enlèvent la deuxième fille, quoi. Ouais. Et en gros, il nous dit, oui, vous pouvez tous jouer en même temps contre moi. Et je me souviens que Val nous disait... Enfin, il interprétait le personnage qui brandissait comme ça sa palette, enfin sa raquette de ping-pong en disant « Méfiez-vous de mon doigté ». Voilà. Et donc... Et ça, pour avoir du doigté, il en avait. Ah bah oui. Parce que donc, on commence... Et alors là, on a tous nos apparences humaines, on n'est pas encore transformés. Ouais. Et ça se passe pas trop mal, en fait. Oui, au début, on arrive... On arrive à lui tenir tête. Ouais. Mais évidemment, forcément, lui, il est super balèze. Et il nous fait, oui, mais vous n'avez encore rien vu. Voilà. Et puis, il va à l'évier, il se trempe la tête sous l'eau. Voilà. Et là, il se transforme en pieuvre. Ouais. Et une énorme pieuvre se ramène à la table avec une raquette dans chaque tentacule. Tout à fait, donc oui. En nous disant « Ah, mon doigté, mon doigté !» Et... Sans compter qu'il avait, en fait, 7 raquettes parce que il avait Annabelle, dans sa amandine Annabelle, je crois, dans une de ses tentacules. De toute façon, elles se ressemblent toutes. Oui. Et alors, il était là, une fois qu'elles sont dedans, elles ne veulent plus jamais en sortir. Ouais. Et là, en fait, on se dit, vu qu'il s'est transformé, on doit tous se transformer. Et donc, c'est version Power Ranger, oui. Ah là. Et hop, on prend un seau d'eau et splouch. Et donc, on se mouille tous. Il y a le clown qui se met à hurler pendant 3 tours. Effectivement. Le personnage de moustache ne change pas. Toi, t'as été plus loin. Oui. Ah, mais j'étais quand même toujours dans la fête. Je me suis dit, je me mets un petit peu à l'écart. Mais 3 des 20 morts, quand même. Bah, quand t'as gonflé, t'as réussi quand même à lui arracher 2 raquettes. Ouais. Mais t'avais vraiment bien fait ton coup, quoi. C'est juste avec ta grosse patte, t'as fait... Voilà. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il y avait cette gentille petite vieille qu'on avait aidée au début de l'aventure, qui a été écrasée. Ah, mais ouais, mais on ne fait pas d'aventure de jeu de rôle sans casser des... Sans casser des vieux. Sans casser des vieux. Alors moi, tu vois, je me transforme en hamster, et immédiatement, je me dis, c'était pas une bonne idée. En gros, je me suis retrouvé sur la table de ping-pong, j'ai essayé d'attraper la balle, mais bon, vu qu'elle était aussi grosse que moi, non, c'était pas idéal. On n'y arrivait pas. Et donc, ouais, pendant ce temps-là, Florian en mode... Ah, pouet, ah il y avait juste le personnage de moustache qui était là, mais qui tout seul, il n'avait pas grand-chose. Il avait un peu du mal. Et donc... Mais avec sa matraque, le personnage de Gigi est arrivé à faire ça, à répondre un peu. Même la pieuvre, elle avait l'air un peu intimidée par... Et donc, moralité, nous, on s'en sort pas bien. Il est le temps d'arracher des vêtements d'Annabelle, évidemment. Et à la fin, on perd. Bah oui. On perd. Et moi, je suis... Je savais... Voilà, on perd. Oui. Et donc il part avec... oui, mais mon personnage est mort de nouveau. Ah, mais oui, j'avais oublié cette histoire-là. Puisque donc, à un moment, je me suis dit, bon, fille de ce... On va quand même pas laisser cette fille se faire kidnapper par le méchant, juste parce qu'on a perdu. Donc, en gros, j'ai fait une charge avec mon hamster, et je me suis dit, bon, il y a un seul... comment dirais-je, point faible à une pieuvre, c'est son bec. Et donc j'ai fait une charge, j'ai fait un jet de malade, mon personnage a foncé, il faut imaginer, je suis sur la table de ping-pong, je saute au-dessus du filet, tac, 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 je fonce, je me prépare à faire mon attaque, et lui en fait a juste ouvert son bec, et il a fait... Ouais. Et mon deuxième personnage était mort. Là, ouais. J'étais un peu mauvais quand même. Ouais. J'étais un peu mauvais. Ça fait quand même 2 sur 2 aventures. Ben ouais, et en plus encore une aventure qu'on avait perdue, quoi. Ben oui. Donc là, faut voir le bon côté des choses. Quand on est revenu à la fin du scénario pour un petit peu le débriefing, on s'est pas fait engueuler par le père Galant parce qu'il était déjà mort. Il était déjà dans la toilette. Je sais pas s'il était mort à ce moment-là, mais il était peut-être mourant. Je sais pas. En fait... franchement, il faut juste avouer que pour un jeu de rôle rigolo, on rigolait pas beaucoup. On rigolait pas beaucoup, non. C'était... C'est un petit peu con parce qu'on foirait tout ce qu'on voulait faire et pourtant on essayait de faire ça au mieux. On avait pris des transformations sympa. Nickel, après, moi, j'ai un peu essayé de maximiser, quoi. Ouais, et c'est là qu'est arrivé ton 3e perso. Et donc, j'avais eu Célestin, Céleste 2, et donc le 3e personnage, logiquement, je l'ai appelé Robert. Ouais. Et alors là, je me suis dit, ok, maintenant, on me la fait plus.
Je veux une transformation qui soit ultime. Et donc j'avais fait un personnage qui était tombé dans la source du tardigrade. Donc j'imagine que tout le monde sait ce que c'est un tardigrade. Ouais. C'est un animal qui est un extrémophile, donc il résiste à tout, il résiste au vide de l'espace, à la sécheresse, au froid polaire. C'est juste qu'il est microscopique. Voilà. Tu étais complètement invincible en tant que tardigrade. Ouais. C'est juste que tu ne pouvais pas du tout intervenir dans ce qui se passait. Mais en fait, j'avais, à part en endurance et tout, pour tout le reste, j'avais un dé 1. Ouais. En fait, en gros, t'as même pas jeté le dé, t'as 1. Tu fais bien 1. Que, pourtant, si on avait voulu suivre la logique du fait que quand tu fais le maximum sur un dé, tu peux le relancer, avec un dé 1, tu fais automatiquement l'infini. Ben oui, mais visiblement, ça n'a pas été accepté. Mais donc voilà, Robert le tardigrade était lâché. Et putain, moi j'en avais gros sur la patate. Hein. Ça allait chier dans la dernière aventure. Quoi. Voilà. Et donc, on apprend que les filles ont été amenées près des sources maléfiques. Mmh. Ah oui, donc, elles ont été amenées voilà. Et donc, en Chine. En Chine, oui. Dans le pays imaginaire de la Chine. Mmh. Et donc, on va là-bas avec aussi Adeline, qui est quand même le dernier personnage qu'on doit protéger. Donc, on prend le bateau et tout, parce que le Japon est une île dans cet univers, et la Chine est une autre île. Une autre île. Enfin, une espèce de continent à côté, ouais. Et oui, alors en plus, ça a été toute une mini-aventure, ne fût-ce que pour avoir le bateau pour aller en Chine. On n'avait pas de voiture, il y avait des problèmes. Alors, il y avait juste le personnage de moustache qui marchait vite. Donc, oui, le personnage de moustache, il marchait, mais vraiment... il y avait tous ses points à marcher. Donc, ouais. Et donc, en gros, là que nos personnages sont obligés de faire du stop pour aller jusqu'au port. Et donc, on a du bol de tomber sur un PNJ qui veut bien nous prendre en stop, qui a la place parce qu'il a une camionnette. Une camionnette blanche. C'est un personnage comme ça avec des grosses lunettes sales. Oui, avec des traces de doigts et des pellicules. C'est un peu bizarre pour quelqu'un de chauve. Mais... et donc, on lui demande son nom et il nous dit je suis Pimpin-san. Mais vous pouvez m'appeler Pimpin-chan. Et visiblement, il s'intéressait beaucoup au personnage de Gigi. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Il a juste dit vous êtes quelqu'un de super intéressant, vous êtes juste trop vieux. Voilà. On n'a pas très bien compris. Mais après, on n'a plus vu ce PNJ. Non, il nous a juste amené pour prendre le bateau. Moi, il m'a donné un bonbon. Voilà. Et puis voilà. Puis on a eu le bateau et on est parti en Chine. Ouais. Et moralité... On est arrivé à pied par la Chine. Voilà. Et donc, on arrive aux sources maléfiques. Et moi, je me dis, ok, j'en ai marre, je ne sers à jamais à rien dans les combats. Et donc, je dis à Val, bon, j'en ai marre, je vais dans toutes les sources que je peux. Et donc, il y a toute une liste, tu as une liste à 1 des 1000 pour lancer, pour voir dans quoi tu tombes. Et je dis, je me jette dans 10 sources. Et donc, elle tire 10 fois des trucs. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas encore les faits. Et je me dis, bon, ok, je garde ça pour le combat final. Qui n'a pas duré, parce que pendant qu'on était dans les sources, pendant que moi je faisais mes conneries, il y a le Kylian, qui arrive super cool et tout, et qui enlève, avec ses pouvoirs hypnotiques, Adeline. Ah oui. Et donc on apprend à ce moment-là qu'en fait il est en train de se faire un harem avec toutes les filles. Parce qu'un jeu de rôle, c'est pas toujours facile. Et je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui comprennent pas ça très bien. Oui. Il y a le gimp, il fait du bruit là. C'est un peu gênant. Ouais, bah écoute, je vais pas encore donner à manger aujourd'hui, mais on peut peut-être attendre la fin de l'enregistrement. Tu lui donnerais pas son oreille de porc. Ok. Je vais donner. Ah, elle est là. C'est le truc, ouais. J'avais prévu au cas. C'est bien dégueu. C'est du porc ou c'est de l'humain? C'est du porc. Je vous rassure, on ne fait rien d'illégal. Mais il faut demander toujours quelque chose en contrepartie. Donc, tu donnes la patte. Donne la patte. Voilà. Donne ta papate. C'est bien. T'es un bon gimp. T'es sûr que tu veux ça? C'est sûr que tu veux? Ok, tiens. Où on en était? Il va retourner dans sa cage tout seul? Oui, écoute, je fermerai après. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on disait?
Et donc, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est on apprend que dans une grotte, il y a une montagne avec une grotte, et dans cette grotte, il y a la planque de Kilian. Et on se rend compte qu'il y a le personnage de Gigi qui avait disparu à ce moment-là. Qui avait aussi disparu, on ne sait pas pourquoi. Et Gigi, il reste un peu de côté. Ouais. Et donc, tous les 4 autres, on grimpe la montagne. Et vous autres, vous aviez prévu un plan de malade. Ben ouais, un plan intestable. Et déjà, tous à l'avance, vous vous transformez. Et on arrive à la grotte où le méchant... On arrive à la grotte, et donc on se rend compte, en arrivant en haut, qu'au milieu des 3 filles galants nues, il y a non seulement Kilian, mais aussi le personnage de Gigi. Ouais. Qui se cache prestement. Ouais, ben là directement, tout ça le traître et tout, voilà. Machin. Enfin... Mais qui décide de rester un petit peu à l'écart de la confrontation finale. Et moi, je dis, attends un petit peu, Kilian, tu n'as pas encore vu ma dernière transformation. Et là, je me couvre d'eau. Il faut vous expliquer qu'il avait chopé entre une trentaine de... Et donc, qu'est-ce qu'il y avait comme source dans laquelle je suis tombé? Donc en plus de la source, évidemment... Rhinocéros, pieuvre, concombre de mer... Ouais. Il y avait pas mal de trucs de la mer. Il y avait corail, il y avait chien, il y avait... Il y avait de l'oiseau aussi, il y avait des poissons. Il y avait la grue, il y avait le yéti. Il y avait Baudroie. Le dragon de Komodo. Et je me souviens plus. Et donc, moralité, tout combiné, je me transforme en immense boule de chair, de tentacules, de griffes, d'écailles. En gros, Azathoth, quoi. Val nous avait décrit ça comme si on avait pris un vieux chewing-gum déjà mâché et qu'on l'avait roulé dans le fond d'une poubelle d'un restaurant, en fait. Mais qui fait la taille d'un pâté de maison. Quoi. Voilà. Et alors bon, non seulement mon personnage ne peut plus rien faire dans cet état-là, mais à part faire... voilà. Mais en plus, je deviens fou. Et elle m'explique que ouais, si tu veux reprendre ton apparence normale, il faudrait foutre l'équivalent d'une piscine olympique d'eau chaude sur toi, donc ça n'arrivera pas. Ouais. Et donc, mon personnage est là pour souffrir jusqu'à la mort. Voilà. Et donc, on se dit immédiatement, bon, on est face au boss et on a déjà perdu quelqu'un du groupe. Quoi. Ouais. On va devoir se démerder. Et donc là, on met en place notre plan intestable pour tuer Kilian. Ouais. Le clown a déjà sa forme de clown. Il n'est plus en train de hurler de douleur, il est en train de hurler de... La joie de tuer. La joie de tuer, voilà, comme tout bon clown. Voilà. Et il a sa machette. Machette qui risquait de casser parce que elle n'est pas très solide, mais le boss est particulièrement puissant. Mais tu sais pas vraiment trancher une cuboméduse parce que c'est trop... Voilà. Mais du coup, en fait, moi, mon tardigrade microscopique se met sur la lame. Ouais. Et donc, ça la rend incassable. Ouais. Je vous dis intestable, le plan. Vu que le clown, il n'est pas très bon en dextérité et qu'il risque avec ses grands pieds, de louper le boss, Moustache, le businessman qui marche, se met derrière, l'attrape par le col et commence à marcher pour le faire avancer droit. Ouais. Et donc, le plan intestable est mis en route. Et Kilian nous dit, c'est ici que je vais vous raconter mon histoire, qui est extrêmement triste, et vous expliquer pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et alors, vous dites, non, tu nous le diras après le début du combat. Et vous jetez, et là, les dés. Ah mais tout parfait, tout le monde réussit. Réussite critique. Et donc le businessman pousse le clown, marche avec le clown de manière parfaite. Le gars, on va nous décrire un peu la peur dans ses yeux quand il voit un clown avec une machette qui arrive. Il a à peine le temps d'apercevoir le microscopique tardigrade qui lui fait un doigt comme ça. Voilà. Pas le temps de se transformer, non ? Bam ! En plein, la tête fendue en deux. Ouais. Il a encore un petit peu... Il essaie de se transformer en cuboméduse. Mais c'était une cuboméduse tranchée, quoi. Voilà. Et puis, moi... elle nous raconte, vu que c'est quand même un jeu de rôle humoristique, elle nous raconte comme il y a son œil qui pend à cause de la machette qui a vraiment tranché une partie de sa tête, et qu'il y a l'œil qui cherche à regarder comme ça, mais ça marche pas. Et donc voilà. Et puis finalement, en plus du coup de machette,
il finit avec un tardigrade dans la cervelle. Voilà. Alors moi j'ai commencé à puncher les cellules autour de moi, et c'est comme ça qu'on a réussi à le buter in extremis, quoi. Moralité, un jeu de rôle original mais classique à la fois. Oui, assez classique. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels on peut jouer des clowns et des tardigrades. D'ailleurs, c'est depuis que tu as demandé plusieurs fois dans ma partie de Donjons & Dragons de jouer un demi-tardigrade. Un demi-tardigrade. J'étais toujours interdit, ou alors peut-être prendre, je sais pas, les caracs du demi-élémentaire de terre, mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu... C'est parce que c'est un peu du combi-combo. Ouais. Si tu prends un être qui est à moitié tardigrade et à moitié géant des collines, tu obtiens un personnage qui a la taille d'une pomme de terre, mais qui est intuable, en fait. Ouais. Ça fait des parties intéressantes. Ouais. Il faut dire ça. Mais moralité, je pense qu'on peut remercier Dorothée pour tout ça. C'est vrai. Pour ce jeu de rôle qui était quand même mémorable. Et Jackie, et Corbier, et Patrick, et Ariane. Toutes ces personnes qui font un petit peu notre jeunesse, c'est toute une génération, qui nous ont donné de beaux dessins animés, qui nous ont donné un jeu de rôle, des jeux de rôle. Des jeux de rôle. Voilà. Bah, même si ça reste... On a raconté l'histoire des Jaguars de bronze, je sais plus. Il faudrait peut-être qu'on en fasse une émission. Je vais vérifier si on l'a... Vous dites-nous si on l'a déjà raconté, je sais plus. Mais non, voilà. Alors je sais ce qu'on va dire, que effectivement Ranma 1/2, c'est un jeu de rôle très classique, comme tous les jeux de rôle dans lesquels on peut jouer des clowns et des tardigrades, mais il y avait cette... une bonhomie. Une bonhomie, voilà, qu'il n'y a pas dans les autres jeux de rôle. Et puis beaucoup de liberté à la création de personnages. Voilà. Et donc, à la fin de l'émission, c'est devenu un petit peu le classique, mais je vous conseille d'aller voir la chaîne Gobelin Moqueur, où je vous raconte des contes de tous les pays. Je suis particulièrement fier d'un des derniers, qui est l'histoire du gobelin qui a un rein hypertrophié. Il y en avait un autre que toi tu avais beaucoup apprécié. Moi, mon préféré personnellement, c'est l'histoire du calife qui se prend pour une canette de Pepsi. Ouais, celui-là il était vraiment intéressant. C'est un mélange de plusieurs genres, plusieurs cultures et tout. Je pense qu'on a tout dit et qu'on vous retrouvera bientôt, dans un an environ, je dirais. Oh oui, mais entre-temps, je pense qu'on va faire des émissions un peu moins sérieuses. Voilà. Un petit peu moins... un peu plus original que ça. Ouais, parce que si c'était un petit peu trop sérieux. Voilà. On se revoit bientôt et on vous dit à la prochaine. Et que la chance vous sourie d'ici là.